Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle capsule de politique américaine. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir en faire plus. Je suis très très occupé de ces temps-ci et puis j'essaye de faire des capsules d'assez grande qualité pour votre plaisir. Respecter votre intelligence en même temps et essayer d'offrir du nouveau, essayer d'offrir de l'information. Donc ça prend de la recherche, ça prend un certain temps. Donc tout ça pour dire désolé, délai entre les capsules. Je vais faire de mon mieux. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Depuis le débat, énormément de développement. C'est aussi pour ça que ça me prend un peu de temps de me décider à me lancer puis faire une capsule parce qu'il y a beaucoup de terrain à couvrir puis ça faisait juste augmenter avec le temps la quantité de choses à discuter. Alors, sans plus tarder, commençons avec le suivi du débat. Il y a eu, vous savez, on en a beaucoup parlé le soir du débat, on en a parlé un petit peu le lendemain ensemble. Mais on attendait de voir ce que les gens allaient nous dire qui s'était passé parce qu'on avait notre propre impression. Et ce qui semble être assez unanime, c'est que Trump a perdu. Beaucoup de républicains ont dit qu'il y avait une très mauvaise performance de la part de Donald Trump. Fox News, plusieurs commentateurs sur Fox News l'ont dit. Et là, c'est vraiment plusieurs élus républicains seniors qui l'admettent aussi que ça n'a pas été une bonne soirée pour Donald Trump. Il y a une espèce de cope là, de la part de Donald Trump, donc une espèce de façon de gérer la défaite qui consistait à dire « Ah, Kamala Harris a demandé un autre débat, ça veut dire qu'elle a perdu », faisant une allusion un peu douteuse à un match de boxe, en disant « Ben, le perdant demande une revanche ». Mais c'est M. Trump qui avait demandé un autre débat après sa performance contre Joe Biden, parce qu'il avait bien vu que Joe Biden avait perdu. Donc, je crois plutôt que c'est la personne qui a le plus à gagner de refaire un débat, c'est-à-dire qui trouvait que le débat s'était bien passé. Donc, je pense que c'est assez clair que au point, moi j'avais donné la victoire au point à Kamala Harris pour garder la métaphore de boxe. Ça, c'est à la fin du match quand personne n'a été mis KO. On se tourne vers la carte des juges. Comme j'avais dit, je pense que le facteur le plus décisif, c'était que M. Trump n'avait rien à faire de nouveau aux gens qui connaissaient déjà M. Trump. M. Trump est connu de disons 100% des électeurs, ce qui est un énorme avantage pour lui aux États-Unis et dans la vie. Souvent, on vote pour les gens qu'on connaît avant les gens qu'on connaît pas, même si on n'est pas tellement d'accord avec les gens qu'on connaît. Donc, M. Trump, rien de nouveau pour lui de ce côté-là. Mme Kamala Harris, moins connue du public. Il faut dire que le débat a été suivi par plus de 60 millions de personnes. Donc, c'est la moitié de l'électorat. Aux États-Unis, 330 millions d'habitants, environ 130 à 140 millions de personnes vont voter. Donc, presque la moitié, environ la moitié des gens ont vu le débat. Quelque chose de sérieux pour M. Trump. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais, chose certaine, je crois que ça se cristallise l'opinion que le débat a avantagé Mme Kamala Harris, qui était moins connue, qui a tout avantage à faire un autre débat. Alors, on va voir si M. Trump revient sur sa décision. M. Trump a annoncé qu'il n'y aurait pas d'autre débat. À sa place, je le comprends. Je crois qu'il n'y a rien à gagner de l'exercice. Lui, certainement, n'a pas ajouté beaucoup de raisons. Il faut se mettre dans la tête des électeurs indépendants ou des gens qui sont encore convaincables d'un côté ou de l'autre. C'est une petite frange de l'électorat, mais elle va probablement décider de l'élection. Comment est-ce qu'on peut, à ce stade-ci, après 8 ans de Donald Trump, être encore indécis à son sujet? C'est ça qu'il faut essayer de se dire. Est-ce que M. Trump a présenté quelque chose de nouveau, donné une nouvelle raison? Je ne crois pas. Est-ce que Mme Harris leur a donné des nouvelles raisons? Je crois que oui. Je crois qu'Harris a montré un côté que même moi, je ne soupçonnais pas, qu'elle était capable de bien performer dans un débat et avoir l'air en contrôle. Elle a passé 5 jours à se préparer, ça l'a paru. M. Trump a passé 0 jours à se préparer, ça l'a aussi paru. Son discours de clôture à la fin du débat n'était pas un discours de clôture, c'était juste parler pendant 2 minutes. Et l'espèce d'image apocalyptique là, qui présente est vraiment, vraiment douteuse du point de vue stratégique, à mon avis. Alors, ça, c'était pour, suite et fin de la discussion sur le débat. Je tenais à parler de cet individu qui a tenté apparemment de tirer sur Donald Trump. Il s'est inséré près du club de golf de M. Trump pendant que M. Trump jouait au golf. Et avec un fusil d'assaut, il a passé entre les grilles. Il, de toute évidence, visait pour tirer sur M. Trump. Mais les services secrets qui étaient un trou d'avance sur le parcours de golf
l'ont repéré et ont immédiatement fait feu en sa direction. Il s'est sauvé. Il a été par la suite appréhendé. Alors, quel est le parcours de ce monsieur? C'est quelqu'un qui a voté pour Trump en 2016. C'est quelqu'un qui était contre Trump rendu en 2020. Le gros enjeu pour ce monsieur, c'est la guerre en Ukraine. Il a tenté de s'enrôler dans les forces armées ukrainiennes. Il a été rejeté à cause de son âge. Par la suite, il a tenté de recruter des soldats afghans pour aider l'armée ukrainienne. Apparemment arrêté, soit parce que ça ne fonctionnait pas, soit parce qu'il a changé de plan. Et là, est allé tenter à la vie de M. Trump. Je crois que c'est parce qu'il doit concevoir que M. Trump n'est pas l'allié de l'Ukraine. Effectivement, M. Trump, plusieurs le soupçonnent de vouloir simplement abandonner l'Ukraine à la Russie. Donc, si on se met dans la tête de quelqu'un pour qui c'est le grand enjeu, c'est un mobile, disons, qui tombe sous le sens. Je ne veux pas dire que ça l'excuse d'aucune façon. Évidemment, la violence politique doit être condamnée et c'est pas en tirant M. Trump qu'on va régler le problème du Trumpisme. C'est en le défaisant lors d'une élection, comme on résout nos problèmes en démocratie. Et on ne veut pas faire de M. Trump un martyr dont les idées vont perdurer longtemps après sa mort. C'est évidemment une erreur grossière et énorme, sans parler d'un crime, sans parler d'une faute. Alors voilà, ça s'est produit. Ça semble, j'ai hâte de voir si ça va avoir un impact, mais la dernière fois que M. Trump avait été victime d'un attentat, encore une fois, faut-il le dire, de la part d'un républicain déçu. Donc, ils ont beau dire du côté républicain que les démocrates ont une rhétorique incendiaire. Je veux dire, regardez un peu qui parle de rhétorique incendiaire. Mais aussi, c'est pas des démocrates. C'est pas des démocrates qui tirent sur les républicains, c'est des républicains qui tirent sur les républicains. Alors, c'est comme s'il y avait un parti qui avait un petit problème avec les armes à feu. Donc ça s'est produit. C'est quelque chose d'important à mentionner. Ensuite, je crois qu'un développement très important, vous avez été nombreux à le mentionner pendant le débat, ou juste après le débat. Madame Taylor Swift, l'icône internationale, est l'artiste la plus populaire de l'heure au monde. A endossé Kamala Harris et a invité les femmes américaines à voter pour Kamala Harris. Et au début, Trump a fait semblant que ça ne lui dérangeait pas, mais regardez-moi ce truth de M. Trump il y a 2 jours. I hate Taylor Swift en grande majuscule, comme une personne rationnelle et équilibrée le ferait. Alors, c'est sûr que si vous êtes en train d'écrire I hate Taylor Swift, là, il y a des bonnes chances que vous soyez en train de perdre. Je tiens juste à le dire. C'est vraiment pas une belle perspective. Plutôt que de dire j'aime bien la musique de Mme Swift, mais tu sais, je suis déçu de ce qu'elle a fait. Non, je déteste Taylor Swift. Alors, comme ils disent en américain, good luck with that. Bonne chance avec ça, M. Trump, de vous en prendre à Mme Taylor Swift. Alors, on voit encore un Trump qui a beaucoup, beaucoup de mal à mettre de côté ses doléances personnelles envers les gens et au contraire va mettre de côté la campagne pour régler un compte, comme il l'a fait tout le long du débat avec Kamala Harris. Kamala Harris l'a provoqué sur la taille de ses foules au moment où est-ce qu'on parlait d'immigration, alors que c'était un des points forts de M. Trump, plutôt que juste dire vous tentez de distraire, voici ma réponse sur l'immigration. A tout à fait pris le bait, comme on dit, il a tout à fait mordu à l'hameçon et a commencé à parler de la taille de ses foules, alors que le sujet c'était l'immigration. On voit Mme Taylor Swift en dose. Et ce qui est significatif, c'est que Mme Taylor Swift a donné un lien aux gens pour s'inscrire sur les rôles, pour devenir un électeur inscrit et pouvoir voter. Et des centaines de milliers d'Américains et Américaines ont cliqué sur ce lien et se sont inscrits. Alors, c'est comme quand les élections se décident par 10 000 votes dans certains États, avoir 3, 4, 500 000 personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales aux États-Unis, c'est un développement extrêmement significatif. Donc, je trouvais que ça valait la peine d'en parler. Il y a aussi cette extraordinairement triste nouvelle qui vient de se produire. Une femme en Géorgie est décédée parce qu'elle n'a pas pu recevoir les traitements nécessaires pour survivre. Elle avait pris la pilule d'avortement et il restait des tissus de fœtus dans son utérus. Alors, il fallait qu'elle subisse un curetage, qui est une procédure de routine dans plusieurs États, même les États les plus anti-avortement, parce que, comment dire, l'avortement a déjà eu lieu, pour ainsi dire, et maintenant, elle était
elle devait subir le curetage pour pouvoir ne pas subir d'infection. Mais comme les lois rendent passible de 10 ans de prison une telle procédure dans l'État de la Géorgie et que Roe versus Wade a été renversé, eh bien, les médecins n'ont pu rien faire d'autre ou ont choisi de ne rien faire d'autre que la regarder mourir à petit feu de façon extrêmement douloureuse et lente. Alors, cette mère d'un enfant de 6 ans n'est plus de ce monde en raison des décisions prises par la Cour suprême et la législature en Géorgie. Et on ne peut pas assez sous-estimer non seulement l'impact humain terrible pour cette famille, mais également l'impact électoral qu'aura ce genre de nouvelles, parce que ce n'était qu'une question de temps. Quelqu'un allait mourir, des gens vont mourir. On ne voit pas les femmes vivant enceintes se faire dire qu'elles ne peuvent pas avorter de bébé de leur vie, mais on voit quand quelqu'un décède comme ça d'un traitement qu'elle n'a pas pu recevoir à temps. Alors, la dernière nouvelle dont je vais vous parler, c'est cette obsession que semble avoir développée M. Trump et M. Vance pour les immigrés haïtiens dans l'État de l'Ohio, à Springfield. C'est vraiment, vraiment terrible. Alors, on insiste que les immigrés haïtiens débarquent sont des illégaux. Ils ne le sont pas, ils sont légaux. Il y a eu des propriétaires d'usines qui disent que ce sont les meilleurs travailleurs qu'on n'a pas. Ils se présentent le matin, ils travaillent toute la journée. On est très content de les avoir. Et bon, donc d'abord, premier mensonge, ils sont illégaux, ils ne sont pas illégaux, ils sont tout à fait légaux. Puis deuxièmement, ils insistent là, qu'on mange les chiens, on mange les chats, on mange les... Là, ils sont rendus à dire on mange les oies dans le parc du côté des immigrants haïtiens. Et extrêmement déplorable là, comme stratégie et c'est aussi incompréhensible. Alors, je veux dire, c'est vraiment, on tente d'attiser les flammes de la haine, de la xénophobie. Et même que monsieur Vance, dans une entrevue, a dit s'il faut qu'on invente des histoires pour attirer votre attention sur des vrais enjeux, alors on va continuer de le faire, semblant admettre qu'il avait inventé l'histoire. Je vous partage la vidéo. The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to, create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana, because you guys are completely letting Kamala Harris coast. Alors, que dire de plus? Il dit, si j'ai besoin d'inventer des histoires, c'est ce que je vais faire. Alors, je ne sais pas ce qu'il tente d'accomplir avec ça. C'est vrai que ça peut marcher chez certaines personnes. Est-ce que ça marche chez des personnes qui ne votaient pas déjà pour Trump? On peut se poser la question. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est très laid. C'est laid, là. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Alors voilà, ça fait le tour des nombreuses histoires qui se sont passées au cours de la dernière semaine depuis le débat. Si vous permettez, on va passer au collège électoral. On regarde les derniers sondages. Alors, on va regarder President General Election, National. Harris conserve une avance de 2,9 points sur M. Trump. Regardons ensemble ces sondages. On n'élit pas le président au scrutin universel. On élit le président au collège électoral aux États-Unis. Chaque État se fait donner un certain nombre de grands électeurs. Si on remporte l'État par un vote ou 1 million de votes, on remporte tous les grands électeurs. L'autre ne remporte aucun grand électeur. Ça permet des distorsions. Comme par exemple, quelqu'un pourrait remporter le scrutin universel, mais perdre aux grands électeurs parce que son vote est concentré dans certains États. C'est régulièrement le cas pour les démocrates. Alors, ce qui est important, c'est de regarder les États pour lesquels l'issue n'est pas déjà déterminée. On peut commencer par éliminer les États déjà déterminés. Alors, je mets les États dont l'issue ne fait aucun doute présentement. En rouge, ce sont les républicains. En bleu, ce sont les démocrates. L'Iowa est maintenant en jeu. Vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes qui sont produites côté électoral. Alors ça, c'est une des choses. Il va falloir qu'on se parle un jour de comment ça fonctionne pour le Sénat, parce que le Sénat, c'est pas une représentation par population. Au contraire, c'est 2 sénateurs par État. Alors, un minuscule État, comme le Rhode Island, le plus petit État des États-Unis, a 2 sénateurs. Et l'État le plus populeux, la Californie, a 2 sénateurs. Alors, ça introduit une situation où les démocrates, leur vote est concentré dans les villes
et les républicains, leur vote est surtout distribué dans les campagnes. Et ça, c'est à l'échelle de chaque État. Donc, c'est pas comme s'il y a un État bleu puis un État rouge, tout le monde au Montana pense d'une certaine façon. Ce qui se passe plutôt, c'est que les électeurs dans les villes de New York sont démocrates, les électeurs dans les régions de New York, dans les campagnes de New York, sont républicains, mais comme il y a plus d'habitants dans les villes de New York, l'État de New York est bleu. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que comme il y a beaucoup d'États qui sont pratiquement, qui sont très peu concentrés en termes de population, que c'est surtout des régions, il y en a plus, un peu c'est comme un microcosme de chaque État. Là. Il y a plus, le territoire couvert par les villes est beaucoup plus petit que le territoire couvert par les campagnes. Alors, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont républicains que de gens qui sont démocrates. Mais c'est pas le cas. Alors, à l'échelle du pays, ça fait beaucoup d'États qui ont 2 sénateurs et peu d'États qui ont 2 sénateurs. Donc, les démocrates sont toujours dans une situation où c'est très difficile pour eux de remporter le Sénat parce qu'il faudrait il faut qu'ils aillent voler des sièges à des États qui sont plus républicains. Donc, ça complique beaucoup la vie. Là. Il y a 100 sénateurs en tout, 2 par État. Il y a 50 États, ça fait 100. Les démocrates remportent de façon systématique environ 17 États, puis les républicains environ 33. Donc, de base, les républicains auraient non pas une majorité, mais une super majorité au Sénat. Donc, il faut constamment que les démocrates aillent voler des sièges. Ça explique aussi pourquoi que pour certains, pour les éléments de la gauche franche ou même de l'extrême gauche qui sont membres du Parti démocrate, ils trouvent frustrant la façon dont le Parti démocrate tend à être plus centriste, mais ils n'ont pas le choix s'ils veulent aller chercher des sièges, comme par exemple, présentement, dans le prochain cycle électoral, les démocrates doivent défendre un siège de Sénat au Montana. Et puis, le Montana, c'est l'État peut-être le plus pro-Trump. Alors, ça va être très difficile pour les démocrates. D'ailleurs, le sénateur démocrate du Montana s'est dissocié de la campagne de Joe Biden et de Kamala Harris. Il n'a pas voulu l'endosser parce qu'il sait très bien que c'est difficile pour lui. Alors, ça, c'est l'État de la course avec les États garantis. Donc, vous voyez que ça réduit considérablement la vraie carte électorale. Tous ces autres États sont acquis à l'un ou à l'autre. Là, si on passe un par un, je vais vous montrer l'Iowa, un État qui avant était un swing state, un État pivot, maintenant ne l'est plus. Regardez bien ça, là. Trump plus 4, oui, d'accord, là. Mais signal en juillet, alors que c'était Joe Biden, on avait Trump plus 12, plus 18. Maintenant, seulement Trump plus 4. Alors, on va le donner au rouge, mais c'est pas très confortable. Ça montre que l'expansion de la carte électorale de Kamala Harris est bien réelle. On continue avec le Wisconsin qui a décidé les 2 dernières élections. Alors, on a une avance de 2,8 points, ce qui est beaucoup au Wisconsin. C'est toujours des élections très serrées. Alors, on voit les sondages, c'est toujours bleu pour Kamala Harris. Le Wisconsin est rendu bleu. Aussi, Monsieur Robert F. Kennedy, qui s'est retiré en faveur de Trump dans les États pivots, n'a pas eu le droit d'être retiré du Wisconsin et du Michigan, va encore va encore prendre plus de votes à Trump qu'il prend à Kamala Harris, donc ça va rendre la tâche encore plus compliquée. Alors, allons voir le Michigan ensemble. 1,8 points d'avance. Il y a même le Insider Advantage que je ne connais pas, là. Mais sinon, vous voyez, c'est quand même très serré. Présentement, l'avance, c'est quand même... Quand les États les plus serrés sont par moins d'1%. Alors, quand on est à presque 2% en moyenne, ce site-ci, 538, est un agrégateur de sondage qui accorde une valeur à chaque maison de sondage et chaque sondage, dépendant de sa méthodologie et de son passé, et sa capacité à prédire dans le passé. Il y a des élections aux 2 ans aux États-Unis. Donc ça, c'est la situation. Vous remarquez que là, ça prend 270 votes pour l'emporter. C'est un vote de plus que la moitié. Kamala Harris est déjà à 251, alors que Trump est ici. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mis la Floride? La Floride, je vais la mettre à Trump, mais regardez quand même le parcours de la Floride. Seulement 4 points d'écart. Vous allez me dire 4 points d'écart, mais pourquoi est-ce que c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup parce que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, en 2022, a gagné par 18 points. 18% d'avance pour le gouverneur en Floride. Et là, c'est seulement 4 points d'écart. Alors, elle va à Trump. Il n'y a pas de problème. On la concède. Mais on parle souvent de chemin pour la présidence. Kamala Harris, si elle remporte la Pennsylvanie, c'est terminé, elle a 270 votes. Alors, Trump ne peut pas permettre ça, doit absolument remporter la Pennsylvanie, déploie énormément d'efforts en Pennsylvanie.
Parce que c'est même pas une question qu'il doit gagner pour gagner, il doit gagner pour ne pas perdre. Parce que par la suite, il reste d'autres chemins. Alors, regardons c'est quoi l'état actuel de la Pennsylvanie. C'est un des états qui va être le plus serré jusqu'à la toute fin, avec le Nevada, selon moi. Alors, on voit quand même un demi-point, 0,7 points d'avance pour Kamala Harris. Insider Advantage, encore une fois, je ne connais pas cette maison. Il y a 400 maisons de sondage. Morning Consult, c'est un peu plus fiable avec 2000 likely voters. Ça, c'est beaucoup. Alors, quand on dit élevé, c'est likely voters, des gens qui sont susceptibles, qui vont aller voter, qui sont plus probables d'aller voter, alors que registered voters, c'est des électeurs inscrits. Alors, seulement à peu près 50% des électeurs inscrits vont voter. Donc, 2000, c'est beaucoup là, pour un sondage. Donc, celui-ci, je le trouverais très fiable avant même de regarder comment ça donne. Harris plus 3. Alors, présentement, là, Mme Harris est favori en Pennsylvanie. Je sais que c'est important pour Trump, alors laissons-la grise pour l'instant. La Caroline du Nord n'a pas voté pour un président démocrate depuis Barack Obama, mais elle l'a fait et c'est une démographie qui change. Alors, moi, je la déclare en jeu. Trump mène par 0,2 points. Extrêmement, extrêmement serré. Donnons-lui pour l'instant. Allons voir la Géorgie. La Géorgie que M. Biden a remporté la dernière fois, on se rappelle, ça a amené à une cause criminelle. 0,4 points pour Trump. Alors, extrêmement serré. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche à la toute fin. Il reste encore le Nevada et l'Arizona. Le Nevada, je vous le dis tout de suite, d'après moi, on va avoir les résultats le lendemain. C'est tellement serré au Nevada. On va regarder le dernier sondage. Ça, il y a un petit écart qui s'accroît ici. Donc, Trafalgar Group, qui est un groupe républicain, qui est très intéressant. Alors, quand on a le petit picot rouge ici, ça veut dire, faites attention, ce sondeur est républicain. 45-44 pour Mme Harris. Donc, c'est très, très bon signe. Probablement trop serré pour le dire. Allons voir l'Arizona. Il est en avance en Arizona. C'est vraiment le minimum, 0,4% d'écart. Encore une fois, le Trafalgar Group, cette fois-ci, donne Trump favori. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un sondage qui donnait Kamala à l'avance. Donnons l'Arizona pour l'instant, mais vous avez vu la grandeur d'écart. Alors, le Nevada, qu'est-ce qu'on avait dit, le Nevada? On avait dit que je crois que Kamala Harris était en avance. Je me rappelle bien. Oui, c'est ça, par 0,6 points. On donne le Nevada aux démocrates. Et là, on se ramasse. Si on fait cette logique-là, on se retrouve avec la Pennsylvanie qui décide l'élection. Alors, c'est sûr que si on calcule de cette façon-là, on va dire que la Pennsylvanie décide l'élection, mais rappelez-vous que l'Arizona est très serré. Ça pourrait aller du côté démocrate. La Géorgie, très serrée, ça pourrait aller du côté démocrate. La Caroline du Nord, très serrée, ça pourrait aller du côté démocrate. Il y a beaucoup, beaucoup de façons que Mme Harris pourrait mettre l'élection hors de portée sans dépendre de la Pennsylvanie. Mais si on en vient à la Pennsylvanie, présentement, c'est Kamala Harris qui a une avance. Alors, c'est un peu un rappel à tous ceux qui voient l'élection, qui voient que M. Trump a souffert au débat, que M. Trump se perd, a des discours difficiles, a des débats difficiles, a des entrevues difficiles, va dire « I hate Taylor Swift là, », que je déteste Taylor Swift, ce qui ne l'aide aucunement. Alors, on peut être tenté de regarder tout ça et dire « Ah, mais Kamala Harris est en train de gagner facilement. » Elle n'est pas du tout en train de gagner facilement, là. C'est extrêmement serré, là. C'est extrêmement serré. Puis s'il devait avoir un renversement de situation, s'il devait avoir une guerre, je ne sais pas moi, qui éclate quelque part à un endroit qui n'est pas stratégique, ça pourrait changer la donne. M. Trump pourrait quand même gagner. Alors, je vous invite à ne pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. C'est vraiment très serré. Je ne peux pas assez le dire. C'est par moins de 1% dans plusieurs États. C'est ce qui rend... C'est avec cette lunette-là qu'il faut regarder quand on voit Taylor Swift qui fait enregistrer 300-400 000 personnes sur les listes électorales. Ça peut faire une grande différence, la motivation des électeurs. Et les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Vous êtes nombreux à le rappeler, puis vous avez raison. Alors, pour l'instant, Mme Harris mène considérablement au scrutin universel, ce qui, il faut bien le dire, est un énorme avantage. Là. De 2,9 points, mais on voit ça. Là, vous voyez la tendance, elle se maintient et même ça grandit légèrement, imperceptiblement. Là. Okay, au Boineau, on avait 2,9 points, on est rendu à 2,7 points. Ce sont des sondages agrégés. Et vous voyez là, les picots bleus, là, les picots bleus qui dépassent la norme. Il y a beaucoup d'outliers qui disent que Kamala Harris va gagner par beaucoup de votes. Alors, à l'heure actuelle, Mme Harris mène. Les vents de la campagne semblent souffler beaucoup en sa direction. Je cherche encore une bonne nouvelle pour M. Trump.
Il n'y en a pas vraiment, il y a plusieurs mauvaises nouvelles. On a plusieurs républicains qui se sont alignés derrière Kamala Harris, des centaines de républicains en fait. Alors oui, vous pouvez dire Tulsi Gabbard, mais la plupart des gens ne savent pas c'est qui Tulsi Gabbard, et à part les gens qui sont toujours sur Fox News. Monsieur Robert F. Kennedy, oui, ça aurait été mieux pour Mme Harris qu'il l'endosse elle ou qu'il reste dans la course, mais on a vu que dans plusieurs États, ça ne va pas faire de différence parce qu'il va être encore sur le bulletin de vote et les gens qui veulent voter pour Monsieur Robert F. Kennedy vont pouvoir le faire. Alors voilà, ça fait le tour pour ce que j'avais à vous dire pour le moment. Il y avait, comme vous avez vu, beaucoup de nouvelles. Il y en a d'autres qui vont continuer de venir. Alors restez à l'affût pour une prochaine capsule. Encore une fois, je l'ai fait aussi fréquemment que je le peux. Mais c'est quand même, ça demande pas mal de temps. Donc merci de votre patience. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner. Prendre un abonnement payant, j'ai mis un lien dans la description du vidéo. Évidemment, c'est complètement optionnel, mais c'est sûr que plus il y a des gens qui sont prêts à faire ça, plus j'ai des chances de pouvoir me consacrer à cette chaîne. Mais on ne fait que commencer. Je n'ai aucune attente à cet égard, donc ne vous en faites pas. Je fais juste vous mentionner que la chose était possible. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est liker la vidéo, partager avec vos amis et faisons grandir la communauté. Je lis tous les commentaires, je participe à la discussion. Parfois, YouTube bloque les commentaires, donc je ne pense pas toujours d'aller voir dans les commentaires bloqués. Donc, moi, à date, j'ai effacé aucun commentaire. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine et on se revoit dans une prochaine capsule. Allez bien.